Je vais essayer de ne pas être trop magistral, mais bon, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, le titre, hein, c'était effectivement les radios associatives, je crois, atout, enjeux et perspectives de la FM à Internet. Donc, quelques rappels, d'abord historiques. Donc, à la suite du mouvement des radios libres et pirates, donc les radios associatives étaient nées quand même de la volonté décentralisatrice et du législateur d'offrir des moyens d'information et d'expression de proximité, notamment pour les communautés régionales ou immigrées auxquelles je m'intéresse plus particulièrement, mais aussi les mouvements sociaux, à l'image d'une radio historique qui était Radio Lorraine Cœur d'Acier dans le bassin de l'Angouille, donc dont les revendications et les actions avaient un ancrage local. Euh, Plus largement, donc, ces radios étaient faites pour le local, par le local. Donc on a vu émerger une offre adaptée à ces attentes et prenant donc acte de la création d'un certain nombre de radios libres qui furent légalisées ensuite dès 1982 suite à la loi sur l'audiovisuel du 9 novembre 1981. Les pratiques donc, du média radio se sont segmentées, j'y reviendrai un peu plus tard. Et en même temps que des associations, donc le plus souvent privées de moyens, et c'est encore d'actualité plus que jamais, ont trouvé donc un média dont le coût, la souplesse technique et le mode de diffusion étaient adaptés à ses besoins et contraintes. C'est vrai que pendant longtemps, le paysage médiatique local se limitait essentiellement à la PQR et notamment des journaux qui étaient en situation de monopole ou quasi-monopole et à des stations régionales puis locales publiques de France 3 dans un premier temps et Radio France concernant donc la radio. Une petite anecdote, c'était effectivement dans le Pays Basque, c'était Alexandre Cerda, fondateur de la Radio Adour-Navarre, qui, à l'occasion d'un match de pelote basque, avait interrogé un ancien et qui avait refusé tout simplement de répondre en disant le micro n'est pas un instrument basque. Donc cette anecdote montre bien effectivement le décalage et l'écart qu'il y avait et la défiance vis-à-vis des médias à l'époque de la part de populations locales et notamment des communautés régionales qui ont connu ensuite effectivement par contre, c'est vrai en Pays Basque, en Pays Catalan, en Bretagne, le développement de pas mal de radios associatives en langue régionale ou bilingue pour un certain nombre. Donc, les radios associatives et plus largement les radios indépendantes, depuis 1981, ont dû traverser plusieurs zones de turbulence. Le non-renouvellement, d'abord, de nombreuses fréquences de radio locales associatives indépendantes commerciales, pourtant en bonne santé, par la CNCL en 1986-1987. Une première remise en question du fonds de soutien à l'expression radiophonique et un non-renouvellement de la commission d'attribution entre 1986 et 1988. Donc ça, c'était suite à la loi du 30 novembre 1986, dite loi Léotard, pour ceux qui se rappellent de lui. La menace ensuite d'une réduction du fonds de soutien en mai 1994 et le décret sur la publicité locale qui avait pas mal défrayé la chronique à l'époque, qui a accompagné donc la loi Carignon du 1er février 1994, encore un illustre inconnu aujourd'hui. Donc, et puis donc qui a permis alors que permettant la publicité locale permettant un large accès à la publicité locale aux stations de catégorie D et E diffusant au moins 20% de programmes locaux. Donc c'est une manne financière effectivement qui échappait aux radios de catégorie A et B pour les indépendantes commerciales. Encore plus récent, mais bon, il y aurait d'autres. En mai 2006, c'est la proposition par le ministère de la Culture et de la Communication de la création d'une aide financière sélective accordée sur projet éditorial pour partie, qui remettait donc en question le mode de fonctionnement habituel du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc, pour relever une première caractéristique que je voulais mettre en avant pour les radios associatives, c'était effectivement, le premier mot-clé, c'est solidarité, comme condition à la réussite des radios associatives. Donc relever ces différents défis, ces différentes remises en question, n'était
possible que par l'existence de solidarité active, de dons, soutien, logistique, juridique, échange de programmes, coproduction, donc de la part d'auditeurs, d'associations, institutions et fédérations syndicales. Sans oublier quand même le fonds de soutien, parce que c'est vrai que c'est un cas unique qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Donc c'est vrai que le fonds de soutien à l'expression radiophonique est quand même un acquis essentiel et qui est encore nécessaire aujourd'hui pour beaucoup de radios associatives. Les radios de catégorie A qui se présentent dans la charte des radios citoyennes du CNRA comme locales, citoyennes, indépendantes et solidaires ont su faire jouer donc, et maintenir cette solidarité. L'avenir passe plus que jamais par une logique de réseau, d'entraide, de coopération, et pour certaines par une politique d'échange, de mutualisation et de constitution de fonds sonores, d'archives à usage collectif, etc. Donc là aussi, c'est effectivement un moyen pour les radios. Moi, je m'étais intéressé, le premier réseau auquel je m'étais intéressé, c'était un réseau qui avait été créé par les radios basques, justement, Itzegin, qui était un réseau qui concernait des radios basques côté français et côté espagnol, et qui avait été ensuite élargi donc à un certain nombre de radios en langue régionale, donc comme Radio Clapas à Montpellier, Radio Arels à Perpignan, etc., des radios bretonnes, Brogwen, etc. Et on avait effectivement aussi des radios, des dom-toms, tout ça qui faisait partie de ce réseau. Donc notamment pour la production de programmes en commun et d'échange donc de programmes communs. Les radios identitaires et militantes sont utiles et parfois nécessaires à certaines associations, communautés. C'est parce qu'elles permettent certainement de répondre aux enjeux de reliance. Donc la notion de reliance que je voulais mettre en avant ici, qui est on peut faire référence à Edgar Morin, Jean Stotzel aussi avait effectivement utilisé ce terme de reliance mais plus pour parler de la presse locale et régionale. Donc cette notion de reliance, ça recouvre trois choses. La reliance à soi, donc la dimension psychologique, émotionnelle, la reliance sociale et au monde, et donc cette reliance au monde, donc recouvrant notamment la dimension culturelle. Ces trois notions clés, donc, qui étaient évoquées par un chercheur belge, Marcel Boldebal, il les résumait de cette manière, et effectivement, pour lui, il y avait trois termes clés autour desquels, effectivement, cette reliance se structurait. Premièrement, l'identité, qui est au cœur du travail de reliance à soi, la solidarité ou la fraternité, au cœur du travail de reliance aux autres, et la citoyenneté, donc, au cœur du travail de reliance au monde. Voilà, donc ces trois mots-là, justement, je pense que ça caractérise aussi pas mal, justement, les radios associatives et notamment les radios communautaires auxquelles je m'intéresse de plus près. Pour Michel Sénécal, les médias communautaires, donc il y a les radios associatives, pour moi, sont des médias alternatifs. Et c'est vrai qu'on parle notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord, on parle plus volontiers de médias communautaires. Pour nous, effectivement, on parle en général en France de médias, de médias associatifs ou de radios associatives. C'est vrai qu'on évite assez facilement le terme communautaire, qui est parfois un peu trop, en tout cas, c'est lié à nos représentations, qui apparaît parfois trop marqué. Alors, Michel Sénécal disait que le média communautaire envoie la notion de résistance. Donc, je pense qu'effectivement, c'est aussi un autre mot-clé, cette notion de résistance, qui définit d'abord un cadre d'action ayant comme scène le territoire local et régional et comme protagonistes les laissés pour compte de la société et des médias. Il rajoute que dans ce sens, je cite, elle a une proximité idéologique avec ce qui est parallèle, populaire, alternatif, libre, ce qui relève de la contre-réformation ou de la démocratisation. Cette définition donc, peut être appliquée à un certain nombre de radios associatives qui se positionnent comme des médias citoyens, de communication sociale et de proximité.
Du point de vue des publics, les médias alternatifs s'opposent aux médias de masse institutionnels et commercialisés, alors que ces derniers voient un public consommateur, font référence à un public consommateur. La pratique alternative tient à restaurer l'image donc du public citoyen impliqué dans le processus communicationnel. Autre mot important. Les projets médiatiques qui sauront donner donc toute leur place à la créativité, à la participation des publics, autrement dit à l'appropriation du média par les publics, produiront une adhésion et une fidélisation nécessaires à leur pérennisation. Même présents sur le web, c'est au départ leur ancrage local et leur lien avec les mouvements associatifs, comités de quartier ou encore structures éducatives. On fait ici souvent référence à l'éducation populaire, qui rendront donc possible une telle ambition. À mon avis, effectivement, on ne doit pas penser opposer effectivement le développement de ces radios sur le web avec effectivement l'ancrage territorial. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de contradiction effectivement. Et je pense qu'on peut partir donc d'une logique du local, d'un ancrage local et se développer évidemment sur le web. Une des questions que je me pose aujourd'hui, c'est comment les radios indépendantes et plus particulièrement associatives, peuvent prétendre proposer des alternatives en étant différentes et innovantes, tant sur un plan éditorial que d'un point de vue plus social, si elles ne sont pas présentes en même temps sur Internet et sur la bande FM, afin d'offrir des contenus qu'on appelle contenus enrichis et des modes d'implication, participation des publics diversifiés. Alors, j'avais relevé un extrait c'est récent, d'un article publié sur le site du CNRA, donc datant du 24 septembre 2012. Alors ça m'avait interpellé, alors je vous lis l'extrait. Alors effectivement, on est en plein dans ce débat actuellement, mais je voulais prendre un certain recul par rapport à ça et donner aussi ma vision des choses et donc peut-être vous proposer un regard critique sur ces enjeux-là. Donc voilà ce qu'il disait. Il ne faut pas pour autant se laisser manipuler par les défenseurs de l'IP, radio sur Internet, qui prônent une technologie peu coûteuse et immédiatement accessible. L'IP ne peut se substituer ni à l'AFM analogique, ni à la RNT. Elle rendrait les radios associatives dépendantes des fournisseurs d'accès d'Internet et des moteurs de recherche. Comment rester visible, noyé au milieu des milliers de programmes diffusés sur le web ? Comment lutter contre le référencement payant ? Quelle garantie quant à l'anonymat des auditeurs ? Et l'IP, c'est la traçabilité des auditeurs, de l'auditeur. Je trouvais ça assez fort. Alors c'est vrai que, comme le rappelle notamment un article publié en ligne sur oni.fr, mais qui était c'était Synchrone, je crois, qui avait publié dans un premier temps. C'est vrai que le développement incontrôlé des web radios pose la question des nouvelles modalités de contrôle par le CSA et conditionne également la pratique de l'écoute de médias à l'abonnement à un service Internet. Ça va de soi. Au contraire, la RNT concerne donc la bande FM, donc déjà régulée, et elle est basée donc sur l'utilisation gratuite qu'est la ressource hertzienne. La radio IP, notamment défendue par Pierre Bélanger, entre autres, mais enfin voilà, Skyrock, Énergie, etc., est un modèle basé sur le ciblage des auditeurs, ambition à vocation commerciale, contraire à l'esprit des radios associatives. Ce sont deux philosophies, donc deux visions qui s'affrontent. Néanmoins, je pose la question, est-ce qu'on doit forcément opposer, et on peut ouvrir le débat ensuite, la radio sur Internet et la RNT ? Pourquoi ne pas envisager l'un et l'autre ? Je pense qu'on peut effectivement envisager les deux. Alors ce type de discours ne fait pas forcément avancer le débat en cristallisant peut-être une position de vue à travers deux modes de diffusion. Donc effectivement, des deux côtés, les discours sont idéologiquement marqués, normal. Mais c'est peut-être un discours qui est un peu daté dans son appréhension d'Internet, faisant écho aux mêmes critiques passées des défenseurs du web comme espace de liberté, en opposition aux mass médias et par extension aux médias traditionnels. Donc finalement, est-ce que la toile engloutirait les web radios associatives ? Je ne pense pas. La visibilité des radios associatives face aux radios nationales et aux radio networks, aux réseaux radiophoniques, serait différente, mais pas moins importante que sur la bande FM aujourd'hui. Le rapport de force ne serait ni inversé, ni pour autant renforcé. Alors effectivement, il y a la question après de leur présence sur les smartphones et autres tablettes numériques. Effectivement, là, c'est une autre question.
Et donc, effectivement, là, avec dans des enjeux économiques et financiers d'une autre nature. On est actuellement donc à un tournant décisif et pourtant, le débat est plus que jamais politique, avec un CSA qui semble disqualifié et discrédité, apparemment, ces derniers temps. Et il met en exergue plus que jamais deux logiques fondamentales différentes, l'une basée sur l'économie de marché et l'autre sur une indépendance rendue possible notamment par le FSER et parfois par les collectivités locales. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de penser en termes de substitution, mais en termes de complémentarité, comme nous l'a souvent montré l'histoire des médias, justement, comme l'histoire des médias le montre constamment. Donc on peut penser effectivement en termes de complémentarité au niveau des modes de diffusion. Il n'y a pas d'incompatibilité, je le disais tout à l'heure aussi, non plus entre l'ancrage local et la diversification des modes de diffusion, d'autant plus que beaucoup de radios associatives aussi, il faut le reconnaître, ont des projets éditoriaux qui dépassent la question de l'ancrage territorial. Les radios en langue régionale ou bilingues, elles-mêmes, le plus souvent périphériques, qui sont des radios périphériques, à la périphérie du territoire pour la grande majorité d'entre elles, échappent à cette emprise du local de par la dimension transfrontalière et ou la dimension aussi diasporique de leur public. Donc pour elles, effectivement, le web est aujourd'hui une opportunité assez intéressante justement de capter ces publics-là, transfrontaliers ou les diasporas. De plus, concernant le développement des radios FM, notamment associatives sur les réseaux numériques, le législateur a plutôt bien fait les choses. Donc je vous rappelle quelques dates. L'article 33.1 de la loi sur l'audiovisuel modifié du 30 septembre 1986, on y revient, prévoyait donc le principe de conventionnement pour les services radio diffusés ou distribués par des réseaux n'utilisant pas des fréquences accordées par les CTR. Au contrario, donc, les radios online, déjà présentes sur le réseau hertzien, donc déjà aujourd'hui, donc déjà soumises préalablement à autorisation auprès des CTR. Donc la dernière vague d'appels, effectivement, à candidature datée de 2010. Donc ces radios online donc, qui présentes sur le réseau hertzien ne sont donc soumises à aucun conventionnement. Les stations de Radio France sont également exemptées de ces démarches légales. L'autre critère de discrimination, mais positive, est le budget annuel du service radiophonique. Ceux dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € ne sont soumises qu'à une déclaration préalable auprès du CSA. Ainsi, donc, les web radios associatives non commerciales peuvent bénéficier plus particulièrement de cette disposition. Autre date, depuis juin 2005, donc les web radios peuvent diffuser leurs émissions en simultané sur Internet, en toute légalité. Donc c'était suite à un accord, après il y a eu d'autres choses depuis, mais suite à un premier accord, en tout cas signé par le CNRA avec les 4 principales sociétés d'auteurs, la SACEM, la SACD, la SCAM et la SDRM. Donc les sites des radios associatives peuvent diffuser leur contenu en streaming sans surcoût, ce qui est aussi un point essentiel. Alors, après, je continue avec mes mots-clés. Donc, je voulais parler de proximité et accessibilité. Et dans quelle mesure, effectivement, ces caractéristiques donc, des radios associatives, la question de la proximité et de l'accessibilité sont ou pas remises en question et dans quelle mesure, peut-être, elles peuvent trouver une autre dimension et être renforcées à travers donc, une existence sur Internet. L'accessibilité, c'est l'ouverture de l'antenne et une couverture de l'information événementielle qui se distingue clairement de celle des autres médias. Alors j'ai pu le vérifier donc à l'occasion de recherches datant maintenant de quelques années en pays catalan et basque de France, où elles ont permis donc à de nouveaux acteurs locaux de prendre la parole alors qu'ils étaient quasi absents des pages locales et donc de la presse régionale. Ainsi d'un côté, on pouvait constater donc une surreprésentation de certaines institutions étatiques à travers cette presse locale, à travers l'actualité locale, telles que les préfectures, sous-préfectures, instances économiques comme les SCI, les conseils généraux, les structures publiques d'État qui leur sont rattachées.
De l'autre, une représentation plus importante, donc à travers ces radios associatives, des structures associatives culturelles et sociales, des mouvements politiques non étatiques, des syndicats intercommunaux ou encore d'assemblées aussi consultatives particulières à ces pays, tels que les conseils des élus ou les conseils de développement. Donc effectivement, on a vu émerger en tout cas un certain nombre d'acteurs associatifs, institutionnels, qui étaient absents ou quasi absents effectivement de l'actualité, en tout cas de l'information locale auparavant. C'était vrai aussi pour la PHL, la presse hebdomadaire locale, qui a également permis d'aborder un certain nombre de sujets et de problématiques qui étaient plus ou moins ignorés par la presse quotidienne régionale. Donc, autrement dit, se dégageaient déjà dans les années 90 des espaces d'expression spécifiquement locaux, marquant la volonté d'une plus grande proximité de ces radios, non seulement avec les mouvements sociaux, revendicatifs, mais aussi avec des instances qui symbolisent finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative. Cette accessibilité est totale avec Internet. Elle amplifie un phénomène de diversification et segmentation des publics. Pour les radios associatives, notamment s'adressant à des communautés régionales, cette approche segmentée donc est quand même beaucoup moins présente. Ces radios ont été le plus souvent profondément attachées à un territoire, on l'a dit, à un lieu. Leurs projets médiatiques sont largement liés au principe d'une proximité territoriale. Ils s'inscrivent clairement dans la volonté de réactiver, dynamiser un territoire local, un pays, à travers son tissu social, économique, culturel, bien sûr, éducatif. Le local n'est pas une abstraction, mais une réalité singulière, reflétée, vécue, symbolisée par une zone de diffusion spécifique, une aire journalistique reposant avant tout sur des réseaux d'informateurs, de connaissances, attachés donc à une localité. Le local fait pour le local, donc par le local. Cette formule s'applique clairement aux radios locales sur la bande FM. Pour leur forme online ou les web radios, même si le mode de diffusion n'est pas en soi un frein à l'ancrage local, si on y prend garde, le fait de devenir accessible à tous, d'élargir clairement et volontairement leur auditoire pour certaines, voire de créer de nouveaux modes d'interactivité, pourrait entraîner donc des ajustements au niveau des contenus, des services, voire des lignes éditoriales proposées. Donc ça, c'est effectivement peut-être un risque qu'on pourrait appréhender, mais si on prend justement les exemples de deux radios qui sont proches de vous, AYP FM et Radio Arménie. Donc il s'agit donc de deux radios FM s'adressant donc non pas à une seule communauté arménienne de France, mais à deux communautés immigrées spécifiques intégrées dans deux régions différentes. Donc il y a bien effectivement aussi des marqueurs ici locaux, régionaux. Donc d'un côté l'Île-de-France pour la première et donc Radio Arménie, donc la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc si elle diffusait déjà conjointement certaines émissions s'adressant à l'ensemble des Arméniens de France, les contenus et services en ligne ne vont-ils pas donc évoluer vers une offre plus globale, on peut se poser la question, avec Internet, moins différenciée à terme, alors que les programmes en FM reflèteraient plus clairement des réalités locales vécues sensiblement différentes. D'un autre côté, si on prend l'exemple de Radio Arménie, Internet peut plus facilement lui permettre de remplir la mission qu'elle s'était fixée. Elle cherche, en tout cas c'est ce qu'il déclare, elle cherche non seulement à donner corps à un micro-espace public, enfin, celui de la communauté, en tout cas arménienne installée en région Rhône-Alpes, mais aussi à s'inscrire dans un espace public plus large, multiculturel, renvoyant à diverses identités et territorialités. Donc voilà ce qu'ils affichent, je cite effectivement leur projet éditorial. Donc concernant l'expression arménienne, Radio Arménie tente à la fois de représenter la communauté régionale et la diaspora, mais aussi l'Arménie dans sa diversité. Elle se veut également être pertinente dans la proximité en faisant de la communication sociale et de l'éducation populaire ses priorités, par des débats sur tous les problèmes touchant les citoyens au niveau local. Donc on voit bien ici le défi et la difficulté consistant à penser en même temps, de manière globale et locale, à prendre en compte donc les vécus locaux et des problématiques qui dépassent largement les frontières étatiques, à penser citoyenneté et en même temps en termes de communauté. Seulement, il faut pouvoir gérer aujourd'hui ce qui pouvait apparaître hier comme contradictoire. Il s'agit donc de produire du lien social et de faire tenir ensemble dans une société des individus
des groupes, des communautés, des classes sociales que tout parfois semble séparer par ailleurs. Donc là, c'est... voilà. Donc l'accessibilité d'un point de vue technologique, après, prend d'autres formes, mais se caractérise aussi par de nouvelles inégalités et ruptures, en termes évidemment d'équipement, de compétences et de pratiques intégrées concernant Internet. Alors du point de vue effectivement des équipements, c'est vrai que les choses auront pas mal évolué et beaucoup évolué entre 2000 et 2010, 2011. Cette inégalité d'accès est de moins en moins importante puisque plus de 70% de la population française avait un accès à Internet en 2011. Donc aujourd'hui, la proximité est de moins en moins synonyme aussi de contiguïté, de ressemblance, mais de continuité dans un environnement informationnel et communicationnel qui se caractérise de plus en plus par un aspect réticulaire, une interconnexion des individus qui dépasse donc largement les frontières géographiques, mais aussi culturelles et sociales dans une certaine mesure. La proximité entre les web radios ou les radios online et leur public se caractérise aussi par une interactivité synonyme de feedback, de partage, de participation, voire de collaboration, ce qu'on appelle le web collaboratif. Les niveaux et les étapes, alors après, effectivement, là, je posais la question effectivement des pratiques intégrées, de la manière dont effectivement se construisent les usages autour de ces nouvelles technologies d'information-communication. Donc, les niveaux et les étapes d'appropriation d'une innovation technologique ou d'un nouveau média présentent quand même quelques constantes. L'acceptation de l'innovation peut se résumer à 4 principales étapes qui donc distinguent aussi le niveau de pratique, voire d'expertise de l'utilisateur, donc son autonomie. Voilà. Donc, premièrement, l'assimilation correspond, première étape, à l'adoption d'usages prescrits. Donc, dans un premier temps, il y a pour l'utilisateur peut-être un manque de distanciation par rapport à l'outil technologique qu'il subit plus qu'il ne se l'approprie. La seconde étape, finalement, c'est l'intégration, donc qui est un premier niveau d'appropriation correspondant à des usages jugés utiles, donc, mais on est quand même dans une vision à ce moment-là dans des usages qui sont plutôt utilitaires. Troisième étape, l'adaptation, correspondant donc à un premier pas vers l'autonomie de l'usager, qui va donc adapter ses usages à ses besoins, à ses envies, ce qui nécessite tout de même une certaine dextérité, un certain niveau de compétence. Enfin, quatrième étape, l'appropriation totale qui correspond à des usages finalement construits, stabilisés, donc à une certaine maîtrise de l'outil. Donc comment effectivement on en arrive, quels sont les critères, quels sont les marqueurs qui vont effectivement faciliter ou pas cette appropriation des technologies d'information-communication, de l'innovation par les publics. Alors moi j'en compte 4. D'abord le rapport aux autres, la manière dont on est en relation avec les autres, les interdépendances, les interinfluences, donc les réseaux de relations qu'on a pu construire dans le cadre professionnel, amical, etc. Enfin associatif. Bon. Le rapport à soi, donc qui renvoie à la confiance qu'on peut avoir en ses aptitudes, dans la maîtrise ou pas d'un certain nombre de compétences techniques, qui renvoie aussi à l'estime de soi, donc à la confiance qu'on peut avoir en soi. Le rapport au temps, donc évidemment l'importance des temporalités qui sont parfois sociales, culturelles, qui peuvent être différentes, au rythme de vie, et puis qui va effectivement en partie définir le temps accordé à l'usage d'éthique. Et quatrième paramètre, c'est donc le rapport au territoire, qui renvoie donc à l'espace de vie, espace vécu, et l'espace ou les espaces qui font sens de manière plus large pour des populations nationales ou transnationales. Les radios associatives, excusez-moi, petit saut de diapo. Les radios donc associatives, je disais, qu'est-ce que je voulais dire ça ? Voilà. Du moins celles que je classe dans les radios communautaires et les radios généralistes de proximité.
présentent donc des atouts pour fidéliser rapidement sur le web des publics qu'elles ont préalablement fédérés, qui partagent un même espace-temps, des liens forts, plus ou moins denses, des représentations et une mémoire commune liée à un territoire donné. Donc on va vers de nouvelles pratiques radiophoniques qui correspondent donc à des nouveaux usages d'éthique. Donc on est certainement à un tournant décisif aujourd'hui au niveau des modes d'écriture, au niveau des modes de production et des pratiques radiophoniques. Oui. Donc alors, je voulais donner un exemple effectivement par rapport à cette évolution. Par rapport à cette évolution, donc prendre l'exemple, je vais développer ensuite, d'une étude qu'avait fait donc une collègue, Maria Olubovic, qui donc l'université Grenoble 3, qui donc l'avait présenté à l'occasion d'une journée d'études que j'avais organisée donc à Tours sur les web radios communautaires. Et donc, elle montrait effectivement, pour montrer justement les niveaux d'intégration, justement, j'y reviendrai après, le niveau d'intégration des potentialités caractéristiques qu'offre le web, et notamment le niveau d'interactivité, la prise en compte notamment de ce qu'on appelle les dispositifs web 2.0. Bien, ce qui distingue effectivement par rapport aux médias utilisés, la radio locale effectivement se distingue par le son, les web radios locales par le son, l'écriture, l'image, image animée, donc on est effectivement dans une logique multimédia. Par rapport aux temporalités de consultation, on a d'un côté pour les radios locales, on est dans la synchronie, la linéarité. Par contre, c'est vrai que les web radios locales peuvent permettre effectivement des modes de consultation un peu plus complexes, un peu plus libres. Donc on est dans la synchronie, la consultation fragmentée, notamment grâce à l'hypertextualité. Les périmètres de diffusion, effectivement, d'un côté, on est dans une diffusion locale, de l'autre globale. Au niveau de l'accessibilité, on est d'un côté donc au niveau de récepteurs payants mais pas chers et multiformes, donc une écoute gratuite. De l'autre côté, effectivement, on est plutôt il s'agit de récepteurs payants, smartphone, accès payant, donc avec un abonnement à Internet. Et puis l'autre critère, la mobilité. Pour la radio locale, effectivement, ça se caractérise notamment par les postes de radio portables miniaturisés, les transistors, et puis pour les web radios locales, donc l'internet mobile qui donc n'est pas encore généralisé. Donc ce sont des critères effectivement qui permettent de distinguer c'est la radio FM des web radios. Donc si l'usage du web, y compris pour les radios associatives, devient une constante du point de vue de la diffusion, en revanche, donc, l'ère de la radio 2.0, ce qu'on appelle la radio 2.0, n'est encore qu'un lointain objectif pour beaucoup de radios indépendantes. L'analyse de la situation des radios associatives de l'agglomération grenobloise, donc présentée par Maria Olubovic, est à cet égard donc assez parlant, donc j'y viens. Même si on est effectivement en présence de radios qui ont tout amorcé le tournant numérique, ce qui n'est pas le cas par exemple des radios associatives en Pyrénées-Atlantiques qui ne sont pas forcément présentes sur le web. Évidemment, il faudrait déjà disposer d'une cartographie, ça serait intéressant, du web complète et mise à jour pour les radios online, donc les radios online d'origine hertzienne, qu'on distingue des web radios qui sont nées, qui ont été effectivement créées spécifiquement pour le web. Donc il faudrait effectivement peut-être, ce serait bien d'avoir une cartographie du web effectivement sur le territoire français afin donc d'en saisir les disparités et pouvoir en identifier aussi les causes ou les raisons de ces disparités. Donc à propos justement de l'exemple des radios de l'agglomération grenobloise, voilà. On a d'un côté les radios associatives grenobloises donc, et le web 2.0. Pour les radios, donc on a plusieurs types de radios. Les radios généralistes de proximité, radio confessionnelle, radio communautaire, radio musicale, radio étudiante, radio campus. Donc je ne vais pas toutes les citer. Donc je vais le faire par rapport, excusez-moi, un
petit souci. Voilà. Donc, par rapport aux fonctionnalités Web 2.0, toutes les radios de l'agglomération grenobloise, donc appartenant à la catégorie A, ont une écoute en live sur Internet. Donc l'ensemble des radios généralistes, communautaires, communauté phare FM, communauté protestante, RCF Isère, communauté catholique, etc. Radio Passion, Max FM, Radio Campus. Les liens vers l'extérieur. Donc après, donc il y a une diffusion donc online par rapport donc aux liens vers des sites extérieurs, vers des forums, etc. Seulement sur les 9 radios en question, seulement 6 effectivement proposent effectivement des liens vers d'autres sites, vers des forums ou des blogs. Pour les flux, donc l'utilisation des flux RSS, on a 5 radios dans Radio Campus justement qui proposent des flux RSS. La présence de ces radios sur les réseaux sociaux, on a effectivement 5 radios également présentes sur les réseaux sociaux. Pour la disponibilité d'autres espaces communautaires interactifs comme les commentaires, le fait de pouvoir poster des commentaires, les forums, les chats, les sondages en ligne. On a également 5 radios, News FM, Phare FM, RCF Isère, Radio Kaléidoscope et Radio Col à Shalom. Et puis pour les podcasts, l'usage de podcasts et l'archivage sonore, il y a donc 4 radios effectivement qui proposent donc des podcasts et qui donc font un archivage sonore. Donc on voit bien effectivement un certain nombre là de différences, mais malgré tout une présence assez importante quand même notamment des dispositifs Web 2.0. Donc une typologie permet de classer donc les radios selon leur niveau d'intégration de la technologie numérique. On peut ainsi distinguer les web radios, des web radios multimédia ou enrichies, des web radios 2.0. Donc la web radio, ça correspond tout simplement au mode de diffusion, donc exclusivement sur Internet. La web radio multimédia, qui en dehors de la diffusion en ligne de ces programmes sonores, propose d'autres types de contenus mis à disposition donc, des usagers. On parlera alors de web radio augmentée ou enrichie. Et la web radio, ce qu'on appelle la web radio 2.0, est donc une radio interactive, au mieux participative, collaborative. Elle se caractérise donc par le partage grâce aux blogs, aux réseaux sociaux et par la participation de ses utilisateurs à travers des commentaires, des forums, des blogs ou donc la présence sur les réseaux sociaux. Donc toute web radio aujourd'hui peut être considérée comme enrichie. Aucune ne réduit donc le web à un simple réseau de diffusion. Elles sont toutes plus ou moins multimédia et riches donc de contenus, services plus ou moins diversifiés. Bien. Donc Internet offre également l'opportunité de faire coexister la nécessaire professionnalisation de ces radios et l'expression des auditeurs, des bénévoles, à travers le collectage et la diffusion de contenus éditoriaux hétéroclites portés par des blogs, des sites personnels, par la rediffusion de sons, de podcasts proposés y compris par les auditeurs, par la mise en place de réseaux de correspondants, parfois effectivement des réseaux de correspondants qui peuvent être... J'avais l'exemple justement de Gouri Ratia qui faisait apparaître sur son site effectivement les correspondants locaux des deux côtés, d'ailleurs des deux côtés de la frontière. Correspondance parfois assurée d'ailleurs par d'autres radios associatives. Quatrième caractéristique, c'est la connexion avec des réseaux sociaux, donc visant notamment à faire vivre l'information en la soumettant aux réactions des internautes, à la discussion, à l'enrichissement, à la correction, à la confrontation des points de vue. Cinquième dimension, la possibilité d'une offre multimédia à travers des live streaming, par exemple, notamment combinés avec des réseaux sociaux comme Twitter pour créer de l'interactivité, de la participation directe en temps réel. Donc la rupture numérique concerne aussi en partie les diffuseurs, autrement dit les radios associatives. Même s'il peut exister donc des résistances, des réticences face à la technique, cette inégalité d'accès et le développement d'applications web est essentiellement lié à une inégalité au niveau des moyens financiers, des équipes effectivement plus ou moins importantes et disponibles et des compétences, ce qui pose toujours effectivement la question de la professionnalisation ou d'une certaine expertise en tout cas par rapport à la maîtrise d'Internet.
Donc à ce propos, on peut observer, oui, bon, je passe, je crois qu'il faut, je ne sais pas où j'en suis du temps, donc je voulais, oui, bon, j'accélère. Donc, bien. Alors, la question, enfin, après, de l'autonomie du public et par rapport, effectivement, aux usages du web. Ce qu'on voit, ce que nous avait montré notamment Fabien Grangeon à travers les médias activistes, c'est que les dimensions collaboratives et participatives avec les apports du Web 2.0 font émerger donc des nouvelles catégories d'acteurs intermédiaires, mais aussi un renouvellement donc des formes du militantisme à travers donc les médias. Et donc bon là on peut faire référence aux travaux de Cardon et de Grangeon en 2001 et 2010. Donc cette diversification se fait aussi au risque d'un processus peut-être d'individuation, d'une perte du collectif, si celui-ci n'est pas entretenu par ailleurs par les radios associatives, notamment dans le cadre de mobilisation à caractère social et politique, donc des pétitions, manifestations, commémorations, etc. Donc il s'agit d'observer et mettre en lumière donc, les nouveaux modes d'expression, de participation radiophonique, de voir aussi en quoi ces radios online continuent à réactiver la diversité des modes d'expression et des cultures, ou renouvellent cette diversité en redessinant donc les contours à travers l'émergence et la structuration de nouvelles communautés online qui sont des communautés à géométrie variable. Par ailleurs, avec d'autres moyens plus interactifs, participatifs, dans quelle mesure ces radios prolongent ou font-elles évoluer la mission déjà dévolue aux radios associatives, donc une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels. Donc dans un monde où communiquer c'est de plus en plus apprendre à cohabiter et gérer les discontinuités, c'est ce que nous dit Dominique Volton. Les différences qui séparent donc des populations autrefois séparées, aujourd'hui interconnectées, cette mission revêt donc certainement une plus grande importance encore, cette mission effectivement des radios associatives. Je crois que je vais vite en arriver à la conclusion. Voilà, j'ai sauté quelques paragraphes, hein. Vous l'aurez remarqué certainement. Bien, donc la conclusion que je proposais, c'est par rapport effectivement à, c'est une question que je pose, c'est quel espace public médiatique pour demain ? Puisqu'on parle de médias citoyens, de communication sociale et participative, je vais quand même poser donc un regard critique sur les mutations technologiques aussi et organisationnelles en cours et sur leurs possibles effectivement conséquences à terme si ces logiques de développement riches de perspectives et de promesses, comme on a pu le voir, sont effectivement déconnectées d'un nécessaire ancrage territorial, des communautés d'auditeurs pour lesquelles ces radios ont été initialement pensées, du moins en théorie, et déconnectées donc des réseaux de solidarité dont je parlais tout à l'heure. Réseaux de solidarité, de soutien locaux, notamment associatifs, qu'ils ont fait vivre et ils les ont animés en grande partie. Donc après avoir assisté à l'émergence d'une mosaïque d'espaces publics médiatiques ou de micro-espaces publics à partir de la fin des années 70, avec le développement des radios libres d'abord, jusqu'au développement encore récent des télévisions de pays, on assiste maintenant, donc non plus seulement à un morcellement, à un émiettement de l'espace public qui n'est et n'a toujours pas, enfin l'espace public, la notion d'espace public n'est qu'un concept, hein, un modèle de référence, ceci dit, mais donc on assiste peut-être à une homogénéisation des formes, des spécificités de ces micro-espaces publics, notamment provoquées par une professionnalisation accrue, avec le risque peut-être, c'est une question que je pose, d'exclusion et d'émergence de médias journalistiques fonctionnant uniquement avec des professionnels spécifiquement et semblablement formés, avec des compétences techniques accrues, mais effectivement formés dans le même moule. Homogénéisation peut-être aussi par une intensification des coproductions, des banques de programmes, donc ce qui réduirait donc l'espace de l'expression et de la participation directe des populations locales, symbolisé notamment par la réduction en général hein, des programmes en direct, qui étaient certainement plus fréquents dans les années 80 et 90.
Deuxième risque, c'est une complexification ou un brouillage de ces micro-espaces publics médiatiques avec le développement ou l'accès de ces radios à Internet, donc qui est un pays sans carte, où la notion de proximité est certainement à repenser et où les dénominateurs communs n'est plus une identité territorialisée, mais une identité à tiroir, mouvante, et donc avec finalement la cohabitation d'un certain nombre de communautés de publics dont les usages sont de plus en plus diversifiés, qui vont pas forcément chercher la même chose. Pour les uns qui seront plus intéressés par effectivement la diffusion des programmes sur Internet ou par des live streaming, etc. Et d'autres qui seront peut-être plus intéressés effectivement par tel chat, tel forum auquel ils participeront, ou intéressés par les musiques diffusées par telle radio communautaire ou telle radio militante. Donc, troisième risque, si on peut parler de risque, c'est une segmentation des publics, une diversification des pratiques liées à la superposition, donc ce que je disais à l'instant, ceci dit, de communautés pour lesquelles ces radios avaient été initialement pensées, et de communautés online, donc construites autour de centres d'intérêt ou au mieux de valeurs communes. Donc cela se complique encore avec notamment les web radios diasporiques qui s'adressent à des populations éparpillées à travers le monde, partageant une même origine, mais se caractérisant par des hybridations culturelles, des acculturations qui pourraient entraîner des ajustements au niveau des contenus diffusés. Alors sur ce dernier point, et j'en finis, le risque n'est pas négligeable de voir ces médias ne plus s'appuyer à terme sur ce qui fait lien entre les auditeurs internautes, et ne plus les appréhender à travers donc une même appartenance communautaire, à travers les signes et les repères qui les réunissent et font sens collectivement. La fonction de reliance sociale dont je parlais tout à l'heure, l'objectivation, réactivation de l'appartenance sociale d'un individu à un groupe donné, reconnu traditionnellement à la presse, notamment régionale ou locale, et qui caractérise particulièrement les radios communautaires, ne serait donc peut-être plus assurée. Aux relations primaires, culturelles et sociales, mises en avant par ces médias, pourrait se substituer une approche plus massificatrice des web radios, basée au moins partiellement sur d'autres dénominateurs communs, qui seraient alors plus ceux de la société de consommation, puisqu'il faut bien trouver des dénominateurs communs, du fait donc de la trop grande peut-être diversité des publics auxquels elle s'adresse. Donc effectivement, je pose la question peut-être à un moment donné du risque pour un certain nombre de ces radios, si elles n'y prêtent pas attention, d'une dénaturation donc effectivement de leur projet initial et peut-être effectivement d'une forme de segmentation, voire atomisation des publics, une individuation des pratiques et donc qui réduirait effectivement ces dénominateurs communs à peu de choses et avec le risque effectivement d'oublier ce qui faisait les caractéristiques initiales de ces publics et ce qui les réunissait effectivement initialement autour de ces radios. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup Pascal.